j'ai gardé en fait au fond de moi ce côté très terrain, doueur, entrepreneur qui a envie de vraiment de tout percer parce que il faut. J'ai l'ambition et l'envie d'aller très loin pour rendre beaucoup en fait. Pour rendre beaucoup, je suis dans un milieu où beaucoup de gens ont des besoins et j'aimerais bien partager tout ça avec eux. Bonjour, je suis Julien Lesper, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous, et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Ephraim Bismuth, fondateur et CEO de Succeed. Salut Ephraim, comment vas-tu? Ça va super, très très excité, très content d'être là. On a la patate. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, avec plaisir. Alors Ephraim, dans cet épisode, on va parler de ta vision de la vente, de ce qui fait un bon commercial, notamment en termes de mindset, de compétences. On va parler de stratégie de go-to-market et on va parler des étapes importantes pour scaler sa boîte et sa force de vente. Mais avant ça et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi et ton track record ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc voilà, Ephraim Bismuth, je suis le fondateur et le CEO d'une entreprise qui s'appelle Succeed, qui aide les entreprises B2B, notamment les entreprises tech, à faire plus de croissance via justement le développement commercial. Et avant ça, en gros, parcours qui pourrait sembler entre guillemets un petit peu classique, prépa HEC, ensuite HEC. J'ai drop out. Finalement, la dernière année, j'étais pas allé en cours. J'ai monté une première boîte qui s'appelait Sharp, qui était dans le même sujet de lead gen B2B pour des boîtes tech, qu'on a revendu ensuite à un éditeur de base de données. Et voilà, et plus récemment, j'ai lancé Succeed et je disais que ça peut ressembler à un parcours classique entre d'homme blanc riche à succès, mais en réalité c'est pas le cas. Comme on a pu le voir ensemble, en fait moi j'ai un parcours plutôt décousu avant ça. Mon père est arrivé de Tunisie à 17 ans, ma mère a connu des grosses galères quand elle était jeune, donc en fait j'ai plutôt grandi dans une famille où on a énormément d'amour et une super éducation, mais on a manqué quand même niveau un petit peu argent et matériel, etc. Et moi j'étais un petit cancre à l'école. Ça m'a valu d'être viré de ma première école quand j'avais 12 ans. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont énormément cru en moi et qui sont vraiment défoncés et serré la ceinture pour me payer une école privée hors contrat parce que il n'y avait plus que ça qui était possible, de très bon niveau, très dur, très discipliné, et qui m'a remis un peu sur les rails, sur le droit chemin. Et en retour, je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse à l'école, et au final, ça m'a ouvert des portes. Et voilà comment je suis arrivé dans le monde des grandes écoles, etc. Mais j'ai gardé en fait au fond de moi ce côté très terrain, doueur, entrepreneur qui a envie de vraiment de tout percer parce que il faut. J'ai l'ambition et l'envie d'aller très loin pour rendre beaucoup en fait. Pour rendre beaucoup, je suis dans un milieu où beaucoup de gens ont des besoins et j'aimerais bien partager tout ça avec eux. Donc voilà pour la petite histoire. Et bravo déjà pour ce brillant parcours. Merci. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux nous dire 2 mots sur Succeed et votre proposition de valeur ? Ouais, bien sûr. Donc, pour faire très simple, chez Succeed, on aide les entreprises B2B et vraiment particulièrement les boîtes tech à faire plus de croissance et à conquérir leur marché grâce à de la prospection commerciale extrêmement qualitative et performante à la fois. Donc, on amène à la fois du people, des commerciaux, une grosse touche de technologie, de la donnée, parce qu'il faut des fichiers bien qualifiés, et évidemment de la stratégie et des process. J'ai lancé l'entreprise il y a à peu près 2 ans et quelques, vraiment tout seul, avec juste une perception de marché où je sentais que les entreprises B2B avaient de plus en plus besoin de sales pour faire leur croissance, mais qu'elles étaient un petit peu, entre guillemets, à poil face à ça. Manque de connaissances, manque d'expérience. Et aujourd'hui, on est pas loin d'une quarantaine. D'ici le mois prochain, je pense qu'on devrait être une quarantaine, avec une vingtaine de clients SaaS en France, en Angleterre et ailleurs un peu en Europe. Et voilà, globalement. On génère pas loin de 50 millions d'euros de pipe annuel en ce moment, je pense, pour nos clients. Ok, super. Et des entreprises d'outsourcing, il en existe un paquet. Certaines un peu vieillissantes d'ailleurs. C'est peu dire. Qu'est-ce qui te différencie ? C'est quoi, j'ai envie de dire, le point sur lequel tu te différencies par rapport à ce qui se fait sur le marché ?
c'est une très bonne question. Je pense que le premier point, en fait, tu l'as dit à l'envers, à savoir que tu as justement noté que la plupart de ces entreprises sont assez vieillissantes. Donc nous, c'est le premier élément qu'on vient changer. Pour te donner un petit peu un exemple qui va illustrer, le premier employé que j'avais pris à l'époque, contrairement à toute attente, c'était pas un commercial, c'était un développeur informatique, un software développeur. Ouais. Parce que j'ai tout de suite perçu que certes, au niveau de la partie commerciale, il y a énormément de choses qui ont changé et il fallait s'adapter et proposer quelque chose d'adapté à la vente d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, au niveau opérationnel, il faut aussi que les commerciaux aient un système au niveau opération qui va les soutenir, leur faire gagner énormément de temps et notamment au niveau technologique, il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser, etc. Donc chez nous, il y a une grosse dose de tech. C'est-à-dire que le client, il a accès à toute l'information via de la data, une plateforme, etc. Le commercial, une grosse partie de son travail lui est enlevé et automatisé par des outils. Et au niveau des opérations internes de la boîte, on a beaucoup de tech qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite en fait. Donc tout ça ensemble, voilà, meilleure expérience client grâce à la tech et plus de rapidité. Ça, c'est le premier point. Et après, évidemment, le deuxième point qui, lui, pour le coup, est très dur à répliquer, donc on en est très heureux, c'est la culture. Ouais. Une très grosse culture commerciale. Si tu regardes, et j'espère qu'aucun de nos concurrents nous écouteront, parce que c'est pas très gentil, mais quand tu regardes la typologie classique d'une boîte d'outsourcing sales, ouais. En réalité, tu as souvent l'impression que c'est des gens qui n'ont pas eu trop d'autres choix que de faire ce business-là. C'est un business par défaut. C'est pas très, très sexy, la prospection. Donc, généralement, c'est peut-être pas finalement les meilleurs commerciaux qui lancent ce genre de boîte et qui vont travailler en tant que commerciaux dans ces boîtes-là parce que les très bons commerciaux, ils peuvent gagner des millions dans des boîtes très sexy. Nous, à l'inverse, les 3 piliers de la boîte, dont moi y compris, on a un vrai track record de top performers commerciaux, leaderboard, toujours premier sur le tableau. Et ça, c'est assez rare en réalité. Ok, bon bah hyper intéressant et on y reviendra sur cette culture sales justement chez Succide. Et très très intéressant, c'est que chez Up2, le premier collaborateur, c'était également le premier développeur de la boîte et c'est aujourd'hui notre CTO et c'est Alexandre Apercé et on le salue. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta vision de la vente et comment t'expliques qu'en France, on manque tant de culture commerciale? Alors, question pas facile. Ma vision de la vente, il y a énormément de choses qu'on peut dire. Franchement, je suis un passionné. Je pourrais parler, je pense, pendant 3 heures non-stop et sans avoir tout dit. Mais je pense que le premier élément, et moi, c'était vraiment mon point de départ chez Succide, et ça l'est toujours, c'est la question, c'est le facteur humain. Pour moi, ma vraie vision de la vente, c'est qu'en fait, la vente, c'est l'une des rares disciplines d'entreprise qui est faite généralement, où l'importance de l'humain est la plus importante. Et moi, je me rappelle de mon professeur, de mon maître d'art martial de Krav Maga, qui était champion dans plein de disciplines, ceinture noire, 5e date de taekwondo, karaté, boxe anglaise, bref, tout ce que tu veux, qui nous disait toujours ce n'est pas l'arme qui fait le combattant, c'est le combattant qui fait l'arme. Et ça, c'est vraiment notre point de départ chez Succide au niveau de notre vision de la vente. C'est ça, c'est que certes, la tech, c'est important, les outils, c'est important, les process, les opérations, les modèles de qualification, tout ce que tu veux, les techniques, etc. Mais in fine, ce qui va faire la vraie différence, c'est les hommes qui vont le faire. Et qui dit homme, qui dit culture, dit mindset, dit les croyances aussi qu'on peut avoir. Et moi, c'est peut-être ça notre focus. Et là-dessus, on est un peu en désaccord avec le marché, parce que c'est vrai que sur le marché, on parle beaucoup d'outils, de process, de modèles de qualification, de choses comme ça, et rarement d'humain, de dépassement de soi, de discipline, etc. Alors que pour nous, notre vision des sales, c'est que les sales, c'est un peu la guerre, même un peu beaucoup. C'est un peu comme à l'armée, et le fusil est important, mais derrière, ce qui fait vraiment la victoire, c'est les soldats, quoi. Donc voilà pour la première question. Maintenant, par rapport à ce qui manque, à mon avis, en France, après à prendre avec des pincettes, je sais pas si je suis autorité, si je fais figure d'autorité sur la question. Maintenant, j'ai quand même l'avantage d'avoir une double nationalité, d'avoir été beaucoup à l'étranger, donc j'ai vu un peu des différences avec le modèle plutôt anglo-saxon, américain, etc. Déjà en France, on a une vraie culture ingénieur. C'est-à-dire qu'en France, pour réussir dans la vie, il faut être bon en maths. Okay, si tu n'es pas bon en maths, si tu n'as pas fait bac S, tu vois, déjà, tu pars pas du bon côté. Or, un commercial de base, c'est pas forcément quelqu'un qui est bon en maths, c'est quelqu'un qui fonce, qui va de l'avant, qui prend des risques, qui sait convaincre, qui sait écouter. Donc, c'est beaucoup plus des qualités humaines, des soft skills et non pas forcément des hard skills d'ingénieur, technique, etc. Donc, déjà, de base, la culture ingénieur, elle est bien, mais il faut la prendre avec des pincettes quand on parle d'un point de vue commercial. En plus de ça, moi, je suis convaincu que, étant donné que les sales, c'est dur, il faut avoir une raison de se battre.
Or, en France, je suis désolé si ça déplace certains, mais on a quand même une certaine culture de l'assistanat. Il y a le chômage, il y a les aides, tu veux lancer une boîte, il y a la BPI qui te finance, tu veux être étudiant, il y a des aides, enfin, il y a des aides de partout, tout le temps. Donc forcément, ça pousse pas les gens à, entre guillemets, se sortir les doigts. On est très peu menacé par rapport à notre capacité à finir les fins de mois si on a à peu près un bon CV. Donc pourquoi finalement aller se prendre la tête à faire du porte-à-porte ou du téléphone ou tout simplement du sales, de la vente et se prendre du rejet et des noms de la part des prospects quand on peut, quand finalement il y a un filet, il y a un deuxième filet, il y a un troisième filet si jamais on n'y arrive pas. Si on regarde la culture américaine qui est très tournée vers les sales, franchement, tu peux être viré du jour au lendemain, peu importe ton poste. Et puis si tu ne te bouges pas, il n'y a personne qui va t'aider, il n'y a pas la BPI, il n'y a pas le chômage et ainsi de suite. Donc forcément, faut être sales, ça c'est le premier point. Et je pense aussi qu'on a une culture très policier, au niveau de politesse. En France, on a beaucoup de manières. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un en France dans la rue, il faut dire bonjour, excusez-moi, j'espère que je vous dérange pas, comment allez-vous, etc. Et tout ça, c'est l'encontre du sales. Le sales, il fait comme s'il était déjà invité alors qu'il n'est pas invité. À l'inverse, aux États-Unis, où moi, par exemple, je suis en Israël, je veux dire, en Israël, tu te balades dans la rue, quelqu'un a besoin de quelque chose, le numéro d'un bus, l'heure, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de désolé, c'est quelle heure il est. Où est-ce que je peux prendre ce bus? Et c'est un peu cette manière-là de faire aussi qu'il faut en sales. Et après, évidemment, le tabou de l'argent, quoi. Ouais, un sales, la première motivation, qu'on le veuille ou non, c'est l'argent, c'est l'ambition, c'est la réussite. En France, gagner de l'argent, c'est pas une super ambition en soi. Parler d'argent et dire combien on veut gagner et combien on gagne, c'est interdit. Donc voilà, tous ces facteurs cumulés n'aident pas forcément, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer et j'espère qu'on y participe à notre petite dose. Mais c'est aussi issu de notre culture. Mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, je suis assez aligné. Et quand on parle de la culture américaine, ils ont eux, par exemple, des business cards. Nous, on a des cartes de visite. C'est-à-dire qu'on dit pas qu'on est... Exactement. C'est un petit détail, mais tout est comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, tu fais beaucoup de vidéos aussi où tu parles souvent du mindset des sales. Ouais. Selon toi, c'est quoi justement le bon état d'esprit d'un sales? Qu'est-ce qui fait sa réussite? Alors j'adore cette question déjà, merci beaucoup. Effectivement, notre motto en réalité chez Succeed, c'est Success is a mindset. Donc voilà, tu vois vraiment chez nous à quel point c'est important, c'est que voilà, ce qui résume notre petite religion chez nous, c'est voilà, c'est success is the mindset. Finalement, ce qui fait le succès, c'est l'état d'esprit des gens. Et ça, j'en suis convaincu. In fine, on a tous deux bras, deux jambes, deux yeux, etc. Tout ça, c'est de la matière. Ce qui va donner forme à cette matière, c'est justement l'esprit qui insuffle cette matière-là. Donc le mindset, l'état d'esprit. Le premier point, je pense que c'est clairement un côté you want, you can. Ça, c'est un truc que je le répète tout le temps. C'est si tu veux, tu peux, arrête de te mentir. Voilà, pas d'excuses. Excuses don't get results. Avec des excuses, enfin, tu peux avoir, même si les excuses sont vraies, elles vont pas t'amener là où tu veux. Or, en sales, il y a toutes les bonnes raisons de ne pas y arriver. Le prospect te connaît pas. Il veut pas te parler. Il a pas de besoin. Il bosse avec ton concurrent. Il a pas besoin de toi. Tout ce que tu veux. Donc, si déjà, tu apprends pas à mettre de côté les excuses et à te dire, j'ai un objectif, coûte que coûte, je dois y arriver. Les excuses ne m'aideront pas. Donc, même pas je les regarde. C'est impossible de réussir en sales. Moi, je me rappelle d'une anecdote qu'un ancien employé que je salue, Jonathan, nous a raconté une fois sur quelqu'un de sa famille. Je sais plus, c'est pas un grand-père ou quelque chose comme ça, qui était sales ou qui avait sa boîte. En tout cas, il faisait du sales. Et il se mettait comme défi, enfin, comme objectif de ramener, disons une somme, je sais pas moi, $100 000 de vente, et il partait à l'étranger faire des ventes, et tant qu'il ne faisait pas ces $100 000 de vente, il se disait, je rentre pas à la maison. Or, sa femme et ses enfants lui manquaient, et il n'avait pas d'autre choix que de faire $100 000 pour rentrer chez lui. C'est un objectif qu'il se mettait à lui-même. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, parce que sinon, c'est tellement dur que franchement, forcément, on baisse les bras. Donc pour moi, ça, c'est le premier point. Ce côté vraiment hard work, avoir conscience qu'il faut travailler dur. Je sais pas, peut-être que d'autres ont des recettes miracles, mais quand même, après quelques années d'expérience, après des centaines, voire des milliers d'interviews avec des sales, franchement, j'ai plus aucun. Je n'arrive plus à croire que c'est possible de faire facilement en sales. Les sales, c'est dur. Même quelqu'un qui close 20%, c'est-à-dire que 8 fois sur 10, il a tout donné, le mec ou la meuf. Enfin bref, il a tout donné et ça close pas. En prospection, généralement, on convertit 10 ou 15% de ses prospects en leads qualifiés. C'est-à-dire que 80-85% des fois, on n'y arrive pas. Mais pourtant, on a tout fait, on a tout donné. C'est hyper dur, c'est hyper décevant. Donc déjà, si on n'est pas prêt à ça, c'est impossible d'y arriver. Pour moi, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi le côté ownership. Il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que tout dépend de nous, évidemment. Il y a le marché, il y a la concurrence, il y a le timing, il y a tout ce qu'on veut. Mais malgré ça, je vois que toujours les meilleurs sont ceux qui ne regardent en fait que ce qui dépend d'eux et font comme si les 5 ou 10% qui dépendaient d'eux, finalement, c'était 100%. Ils ne se trouvent, voilà, comme on a dit, jamais d'excuses et ils se remettent constamment en question. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, moi, je pense, c'est vraiment les barrières mentales. Alors, je ne sais pas
si ça s'applique à tout le monde, peut-être que moi, ça me parle beaucoup parce que je viens d'un milieu plus populaire où on a énormément de barrières mentales par rapport à l'argent et à la réussite, où on croit qu'on n'est pas capable, que les riches sont une autre espèce d'humain, etc. Mais ce que j'ai appris en sales, c'est qu'il faut vraiment s'enlever ces barrières mentales. Le prospect et toi, c'est la même chose, c'est un humain. Et surtout se dire qu'on est déjà riche. On a déjà fait cette vente-là. Si c'est pas ce prospect, si c'est pas cette vente, c'est un autre. Je n'ai pas besoin de lui, c'est lui qui a besoin de moi. Et on commençait d'égal à égal et ne pas avoir de problème à parler argent, à dire que, enfin voilà, à parler vraiment d'argent librement, de grosses sommes notamment en B2B et s'enlever tous les, ça se fait pas. Ça se fait pas d'appeler, ça se fait pas de déranger, il ne connaît pas, il a rien demandé, tout ça, faut s'enlever. J'espère que c'était pas trop long comme réponse. Non, c'est très bien et je te rejoins tout à fait dans ce point de parler d'égal à égal et c'est vrai qu'on peut se mettre parfois des croyances limitantes, mais au contraire, bien au contraire, on donne à ceux qui ont et je te rejoins sur ce point-là. Alors, question qui vient là en t'écoutant, est-ce que le mindset finalement c'est de l'inné ou c'est une compétence et ça se travaille? C'est une question dont je me suis posée justement et c'est justement, tu vois, ça fait le bien avec le dernier point qu'on a vu au niveau des barrières mentales. J'ai toujours cru que c'était inné. J'ai des gens autour de moi, c'est des warriors et j'ai toujours l'impression qu'ils ont été comme ça et en fait non. Et c'est juste que plus tôt dans leur vie, ils ont eu face à une certaine adversité qui les a poussés à se battre pour survivre et donc j'ai eu l'impression qu'ils étaient nés comme ça. Mais en réalité non, c'est clairement quelque chose qu'on peut acquérir et j'en sais vraiment quelque chose parce que moi j'avais pas mal de facilité finalement dans les études, etc. Donc j'ai pu entre guillemets percer, faire HEC, une première boîte, mais c'était en réalité avec beaucoup de chance et très facilement. Et après j'ai eu un gros trou de 2 ans tout noir, où tout a été entre guillemets down et noir, et où j'ai tout perdu, que ce soit l'argent, mon CV, etc. Et j'ai dû repartir vraiment de zéro, et je me suis rendu compte que c'est un vrai muscle. Et vraiment, c'est se réveiller tous les matins, se convaincre qu'on va y arriver, se donner confiance, voir déjà le résultat devant nous. Et c'est un travail de chaque instant. Et d'ailleurs, je me suis passionné en fait pour le sujet et je regarde plein de reportages là-dessus et notamment dans le monde du sport. En fait, ça fait à peu près 10 ou 15 ans que le corps humain a à peu près atteint les performances physiques qu'il était capable d'atteindre. Et c'est pour ça que les records du monde aujourd'hui sont quand même moins souvent battus. Et aujourd'hui, une fois qu'en fait un champion il arrive à atteindre à peu près le maximum que son corps physiquement peut atteindre, et bien la plupart de son challenge, ça devient le mental. Et c'est pour ça que les plus grands champions dans toutes les disciplines aujourd'hui sont entraînés aussi par des coachs, des psychologues en réalité, des coachs de mindset, parce qu'ils savent que c'est en gagnant son mindset qu'ils vont gagner les quelques secondes, etc. Il y a un très bon reportage d'Arte d'ailleurs sur le frère de Laure Manodou, qui est incroyable. Le bonhomme fait, je sais pas, on dirait qu'il fait 14 mètres, il doit faire 2 mètres, c'est une montagne, et le mec, il te parle et il te dit dans sa conscience à lui, il s'est toujours vu plus petit et moins fort que les autres, alors que quand tu le vois, franchement, il est énorme. Et dans sa conscience de lui-même, il se trouvait faible. Et ils ont trouvé un trick avec son coach, avec des mots-clés, etc. Et c'est que depuis ce moment-là où il s'est fait accompagner par son coach, dont j'ai oublié le nom, mais vous pouvez voir les reportages, qu'après, en fait, il a extrêmement performé et qu'il a cassé tous les records, quoi. Donc, c'est hyper important. Et non, ce n'est pas de l'inné, ça se travaille clairement. Ok, très intéressant. Puis il y a aussi une part de tempérament, j'ai envie de dire. Mais ok, très intéressant. Ouais, ça, oui. On a pas mal parlé de Succeed. Comment vous êtes organisé au niveau de l'équipe commerciale ? Oui, alors plutôt classiquement, entre guillemets, dans le monde du B2B, quand on cherche la croissance, à savoir une partie qui est dédiée à la prospection, une partie qui est plutôt dédiée au closing et une partie qui est plutôt dédiée à la gestion des comptes existants et avec objectif de les faire grossir, donc BDR, AE, CSM pour les acronymes. On a rajouté un petit rôle qu'il n'y a pas dans toutes les boîtes, mais nous on le fait pour avoir encore plus d'efficacité, c'est en amont du BDR, donc en amont de celui qui fait la prospection, il y a carrément un autre rôle où le but est de faire que des fichiers de prospection pour celui qui fait la prospection. L'idée, c'est vraiment d'avoir une chaîne commerciale fordiste où chacun a un rôle très précis, très limité, où il devient expert sur ce sujet-là et donc forcément il devient plus performant, plus efficace et au total forcément l'organisation commerciale est plus performante. Ça c'est au niveau humain. Je sais pas si tu posais la question que sur l'organisation au niveau des humains et des équipes ou aussi au niveau des outils, etc. Non, surtout au niveau des humains. Ouais, voilà. Tu parles de Fordisme et de ta présentation tout à l'heure. Il faut vraiment que tu écoutes le podcast qu'on a fait avec Jonathan Angloff d'Aircall. Il y a pas mal de points communs et une approche de la vente assez similaire et je pense que ça te plaira. Avec grand plaisir, je l'ai déjà écouté en réalité et je fais une grosse dédicace à Jonathan. Si jamais il tombe sur ce podcast, ça me ferait très plaisir de prendre un café, Jonathan. Et bon, on lui enverra. Ok. Et on va rentrer dans la partie finalement culture sales. Alors, tu en as parlé un peu en préambule, bien sûr. Mais dis-nous un peu quels sont tes secrets de fabrique de cette culture et ce qui fait que vous cassez la baraque chez Succeed. Alors, il y a un premier point, on l'a effleuré en fait tout à l'heure dans la réponse, mais on l'a pas dit clairement.
c'est l'enjeu de la performance en sales. Et pour moi, c'est le b.a.-ba de la culture sales. Malheureusement, mais ça peut paraître un peu brutal. Donc, beaucoup d'entreprises ont tendance à le cacher. Et finalement, ça ne rend pas service aux commerciaux. À savoir que je pense que quand on rentre dans le monde du sales et qu'on devient commercial, il faut clairement être conscient que la seule raison pour laquelle une entreprise recrute un commercial, c'est pour qu'il ramène plus d'argent que ce qu'il dépense. Donc, on sait quand on est commercial, qu'on est ligne sur un Excel. C'est comme ça, c'est pas méchant, c'est une réalité. Et qu'il faut qu'on ramène plus que ce qu'on dépense, minimum x3, voire plutôt x5. Et donc, de ce fait, forcément, il faut de la performance. C'est comme dans le monde du sport, encore une fois, de haut niveau. Si tu veux faire du sport de haut niveau et être professionnel, sportif professionnel, tu sais que soit tu es champion, soit tu arrêtes et tu iras faire autre chose. Et c'est pas méchant. C'est juste comme ça. C'est pareil dans les arts, dans la musique et ainsi de suite. Et donc ça, typiquement, chez nous, c'est assumé d'emblée. Ils savent que c'est pas qu'on prend l'humain pour les humains pour des bestiaux, pour des machines, etc. Pas du tout. Mais juste, on est conscient de la réalité business qui se cache derrière. Donc, ils savent que quand ils rentrent chez nous, ils performent, tout se passe bien, ils vont monter et ainsi de suite. Ils performent pas, et on devrait arrêter. On l'assume clairement, et c'est pas méchamment fait, c'est pas mal fait. Ils sont prévenus, et ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il y a trop d'entreprises là-dessus qui se mentent. Je vois beaucoup de commerciaux qui passent de boîte en boîte pendant un an, un an par-ci, un an par-là, sans trop performer. Et finalement, ça ne leur rend pas service parce que tout le monde a envie d'être bon dans ce qu'on fait. Donc, si à un moment donné, on n'arrive pas à performer en sales, soit on se forme, soit on fait autre chose et en fait, on sera plus heureux. Donc voilà, nous, ça, c'est le premier point de notre culture. Le deuxième point aussi, c'est on n'est pas du tout axé sur les études et les CV. Ni les études, ni les expériences passées. Et donc, en fait, pas du tout les CV. Pourquoi pas les études? Parce que, comme on l'a dit, c'est pas sur le banc de l'école que tu apprends à accepter le rejet et la frustration de ne pas y arriver, etc. Donc, vraiment, les études, c'est pas du tout un facteur important au niveau sales et même pas l'expérience passée. Pourquoi? Parce que nous, on fait que de la outbound pour nos clients. Et c'est pas parce que hier, tu as été un bon chasseur que demain, tu seras un bon chasseur. Tout simplement parce que un des éléments déterminants dans ta performance en chasse, c'est ta motivation et ta détermination. Et hier, tu pouvais avoir une motivation pour tout donner et aujourd'hui, ne plus l'avoir. Donc, c'est pas si important que ça. Donc, ça, c'est vraiment le truc. On est ouvert à tous, tout âge, peu importe les origines. Vraiment, on a chez nous, 7-8 pays, plein de langues, toutes les religions sont représentées, toutes les couleurs de peau, toutes les orientations sexuelles, ce que tu veux, les partis politiques, on s'en fout. Tu perfs, tu montes, tu perfs pas, on s'arrête et le reste, on regarde pas. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et le troisième point, qui ça déroute beaucoup de gens, c'est l'urgence constante. Tout est à la minute chez nous. Alors maintenant, vu qu'on grossit un peu, ça devient problématique parce que c'est vraiment dur de tout faire dans l'urgence. Donc on essaie de se donner des règles et les trucs pas urgents, c'est à faire sous les 12-24 heures. Pour te donner un peu la notion de c'est quoi l'urgence. Tu vois, l'urgence, c'est vraiment, je sais pas, on a une question sur un deal, un rendez-vous ou quelque chose. On pose une question, si on n'a pas de réponse dans les 5-10 minutes, on follow-up. Si on n'a pas de réponse dans une demi-heure, on appelle, quoi. Donc, et en fait, c'est hyper important parce que, encore une fois, les sales, le but, c'est de faire de la performance. À un moment donné, en fait, pour faire de la performance, il n'y a pas de magie. C'est juste qu'il faut faire plus en moins de temps et en réalité, là où on perd beaucoup de temps, généralement, c'est dans l'attente d'une réponse ou dans la communication. Et donc, c'est pour ça que voilà, nous, on est vraiment dans l'urgence constante. C'est pas évident. Mais c'est comme, encore une fois, un sportif de haut niveau. Quand il est dans la salle d'entraînement, il est à fond, quoi. Il n'est pas en mode bibliothèque. C'est pareil chez nous, quoi. Ok, donc si je résume ces 3 points, c'est 1, une culture de la gagne, pas d'excuses. C'est 2, une ouverture à tous les profils, pas forcément de critères d'expérience, mais plutôt du tempérament, de l'envie. Et 3, un sujet d'urgence où faut aller vite pour être efficace et gagner les deals, quoi. Vraiment, aller très vite. Peut-être un quatrième point, c'est la discipline. Discipline à la minute, un agenda clair, des tâches claires, des créneaux pour chaque chose. Il faut être ultra discipliné en sales comme un petit peu l'armée, quoi. Parce que pareil, pas de champion sans discipline. Et c'est trop facile de se laisser aller. Et quand on se laisse aller, on vend plus grand chose, quoi. Discipline et organisation, ça va de pair aussi, hein, sur 100%. Si tu veux être efficace en vente, il faut être très bien organisé pour pouvoir et industrialiser les tâches, en fait. Hein. 100%, vraiment, c'est la clé pour moi, quoi. Ok. Si on ouvre le capot de votre machine de vente, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale? Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, en fait? Tu as parlé tout à l'heure un peu de la tech, tu as parlé aussi du mindset. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites mieux que les autres dans l'exécution commerciale?
J'espère que je vais essayer de répondre enfin, je vais pas paraître pédant, je vais te dire là où on a mis en tout cas l'emphase et vraiment on s'est donné et on continue de se donner pour faire au mieux. Après, est-ce qu'on fait mieux que les autres? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on fait très bien. Il y a 2 points essentiels, je pense. Et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit justement. Ouais, ça reprend les points qu'on a déjà vus. Le premier, donc, c'est l'organisation au global de la structure et des opérations, notamment avec la partie tech. Et le deuxième point, ça rejoint un petit peu la partie culture, c'est l'exécution. Parce que finalement, en sales, tu as l'organisation de ton pôle, donc les opérations, les process, les outils, la tech, etc. Puis après, il y a quand même une partie qui est faite par un humain, et donc lui, la manière dont il va exécuter son travail. Sur le premier point, ça a été vraiment le focus chez nous quasiment pendant, je pense, 1 an, 1 an et demi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais je comprends pas, tu es un commercial, tu es censé aller de l'avant, closer plein de clients, qu'est-ce que tu fais là à retoucher chaque détail opérationnel, on verra plus tard. Et non, j'avais vraiment conscience que si on va vouloir faire très fort et très vite, à un moment donné, il faut que la structure de base opérationnellement, elle soit exceptionnellement efficace. Et donc vraiment, on a défini des process de communication, des process de transfert de données, etc., extrêmement clairs. Il y a un premier point, c'est que déjà, notre mail, ça me fait rire parce que c'est vraiment très bizarre et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'y faire et parfois ça leur prend 6 mois à être comme ça. Mais déjà, on communique donc beaucoup par écrit chez nous parce qu'on est tous en télétravail, donc on utilise Slack en interne. Et on a une manière de communiquer qui est en mode bot, comme un robot. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, par exemple, on travaille ensemble sur un client, Julien, et il y a un retour d'un client avec une question, je vais t'envoyer un message qui est vraiment en bullet point, tu vois, en tiré, avec des mots-clés, avec des verbes d'action, avec action items 2.1, 2, 3, avec une date de relance, une date de deadline. Tout est protocolé, tout est comme un protocole en fait. Chaque communication est un protocole et ça permet en fait de pouvoir traiter des centaines de messages par jour très très rapidement. Ça, c'est au niveau de la communication. Ensuite, vu qu'aujourd'hui on est quand même en 2022, on utilise beaucoup d'outils, beaucoup de données, tout ce qui peut être automatisé est automatisé, enfin tout ce qui est automatisable est automatisé chez nous. On a connecté plus d'une dizaine d'outils, il y a 500 000 call API dans tous les sens entre tous nos outils, il y a 2 personnes pour faire tourner toute l'automatisation chez nous. Le but étant que n'importe quelle action qui se répète et qui peut être automatisée doit l'être parce que le commercial, il n'est pas là pour faire des tâches répétitives et manuelles à bas coût, il est là pour vendre et être face au prospect, au client. Donc il y a ça. Pareil, par contre, il y a des tâches qui sont parfois qui pourraient être faites par d'autres personnes, mais qui ne sont pas automatisables. Donc, on a mis chez nous, c'est pas méchant, mais des sortes de petites mains qui font toutes les tâches un peu ingrates du commercial pour que le commercial n'ait pas à les faire et qu'encore une fois, il gagne du temps et puisse se concentrer uniquement sur la partie prospection et vente. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la partie Fordisme. Vraiment, on a découpé tout le process de vente et on l'a optimisé. Donc, ça, c'est vraiment le première réponse sur la partie organisationnelle. Et c'est peut-être ça que moi, j'ai le plus amené à succès parce que j'étais très bon là-dedans et qu'en réalité, j'avais déjà fait ça dans ma précédente boîte. Le deuxième volet, c'est plus sur la partie exécution. OK, une fois que le commercial il est en train de vendre, comment on fait pour que ça soit fait au mieux et que ça soit remarquable. Et donc là, c'est vraiment, on a développé, notamment donc celui qui gère tout le plateau chez nous, Aziz, que je salue, il a amené avec lui une sorte de recette en fait. De la même manière qu'un grand pâtissier ne fait pas de la pâtisserie comme ça lui chante le matin en fonction de comment il se réveille. Non, il a appris une recette pendant son école et pendant toute sa formation. L'éclair au chocolat, il le fait toujours de la même manière. À la seconde près, le coup de pinceau, il est déjà défini à l'avance dans la recette. Chez nous, c'est pareil. L'intonation de la voix, le premier mot que tu laisses, le blanc, la petite question de confirmation, la manière dont tu poses la question, s'ils ont de la disponibilité ou pas. Tout ça, c'est peaufiné, verrouillé à la virgule près. Et donc, en fait, même la partie qui est humaine, dont beaucoup de gens pourraient dire qu'elle est difficilement réplicable, scalable, etc., que finalement, l'humain, c'est très difficilement contrôlable, c'est pas forcément vrai. Si tu auras toute l'industrie du luxe ou du service de haute qualité, l'hôtellerie, la restauration ou les compagnies aériennes à l'époque, leur manière de faire, tout était cadré en amont. Et donc là, voilà, pareil, sur l'exécution humaine aussi, c'est vraiment cadré dans les moindres détails, donc tout le playbook. Et alors vraiment, je n'aime pas spécialement ce film. Je ne l'ai même pas filmé parce qu'il était trop dégueulasse pour moi. Mais c'est un peu comme le Loup de Wall Street. Il avait un fameux script où il avait enseigné à ses commerciaux comment le répéter à la virgule près avec l'intonation, etc. Et voilà, c'est un petit peu pareil aussi chez nous, quoi. Ok. Bon, moi, j'adore ce film, par contre. Ouais, je voulais pas choquer l'audience, donc je préfère. Ça marche. Donc une organisation qui est très efficace, où rien n'est laissé au hasard, et une exécution à la virgule près, au mot près, quoi, comme tu dis. Il n'y a pas de ça va, en fait. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de ça va, il n'y a pas de c'est pas grave, il n'y a pas de seconde perdue, il n'y a pas de copier-coller à la main, il n'y a pas de non, mais je ne lui ai pas dit la phrase qu'il faut pour le closing. Il n'y a pas de tout ça, quoi. C'est comme un attaquant quand il doit mettre son but au fond de la cage. En fait, il a répété 4 milliards de fois avant, quoi. C'est très précis, c'est pareil. Ok. Et votre canal d'acquisition préféré, favori chez Succid? Je connais déjà la réponse, mais. Ouais.
Pour les auditeurs qui nous connaissent, je pense qu'eux aussi ils connaissent la réponse. Forcément, on est des fanas d'outbound, donc de sortants, de chasse, de prospection sortante. Loin de moi de décrédibiliser la partie inbound. En fait, l'inbound, c'est magnifique en réalité. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour que les gens viennent à toi. Donc forcément, il faut prendre le maximum qu'il y a à prendre sur l'inbound. C'est juste que, de fait, la partie de ton marché qui peut répondre à tes actions inbound est limitée par nature. Parce que tu as beau écrire tous les articles de blog du monde, faire tous les podcasts, toutes les vidéos, tout ce que tu veux, c'est pas pour autant que les gens vont forcément être sur Internet à lire ton article. Alors qu'avec l'outbound, tout le monde a une boîte mail, tout le monde a un numéro de téléphone. Donc, en fait, 100% du marché est adressable par outbound, alors qu'avec l'inbound, c'est peut-être que 5 ou 10%. C'est pour ça que je préfère, en tout cas, que c'est vraiment notre dada. L'outbound, c'est que tu contrôles ta capacité à rentrer en contact avec ton marché, ce qui est crucial quand tu veux faire de la croissance et acquérir des grosses parts de marché. Et en plus, tu choisis avec qui tu parles. Tu choisis l'entreprise, tu choisis la personne, son pouvoir de décision, tu peux le vérifier en amont, etc. Donc, forcément, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus qualifié et précis, quoi. Ok. On rentre dans ton domaine d'expertise en stratégie go-to-market. Ouais. Quels conseils tu peux donner à nos auditeurs sur comment adresser un marché, comment prioriser certains segments ou typologies de clients, et aussi comment définir son ciblage d'entreprise, comment articuler en fait entre stratégie SMB, mid-market, enterprise, high velocity, etc. Ok, alors ça fait beaucoup de questions. C'est un sujet qui revient très souvent chez nous, parce que de toute façon, quand on lance une mission avec un client, en réalité, déjà, nous, on a envie de savoir pour qui on va faire de la vente, ou du moins pour qui on va faire de la prospection. Donc, on est obligé de vérifier le go-to-market. Et quand c'est un peu des boîtes qui sont au début, early stage, qui viennent de lever un tour de seed, par exemple, pour des startups, on prend un peu le temps parce que très souvent, en fait, c'est assez flou. Et donc, voilà, on a assez l'habitude de le faire. Moi, déjà, la première chose que je viens vérifier, c'est évidemment, est-ce qu'il y a un marché? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont un besoin auquel tu réponds et est-ce qu'ils ont envie de payer le prix que toi, tu as envie de les faire payer. Ça, c'est la première chose à vérifier. Et très souvent, en fait, c'est souvent inverse. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est souvent des entreprises qui ne pricent pas assez, surtout en France. Je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être le problème inverse, tout coûte cher. Mais avec nos clients en France, très souvent, ils vendent quelque chose à 5 000 ou 10 000 euros qui pourrait être vendu bien plus cher. Ou alors, ils vont effectivement pas cibler la bonne catégorie de marché. Parfois, ils vont viser, très souvent en France, on a du mal avec le modèle enterprise. On vise très souvent des petites boîtes, alors qu'à la réalité, il faut plutôt aller prendre des grosses boîtes dans certains sujets. Donc, voilà, première chose, vérifier est-ce qu'il y a un vrai besoin. C'est le besoin et la capacité de le financer, parce que tu peux avoir un besoin mais pas avoir l'argent en face, ça aide pas. Et une fois que tu as ça, globalement, tu as défini finalement pour qui t'es fait ton produit. Tu vois, je te dis, nous, par exemple, pour Succide, c'est qui a le besoin de Succide? Bon, toute boîte B2B, certes, mais en réalité, c'est qui en ont le plus besoin. C'est des boîtes qui sont déjà un minimum développées, parce que si elles ne savent pas ce qu'elles font et pour qui, on ne peut pas les aider. Donc, on va dire des boîtes qui font déjà quelques millions de chiffre d'affaires minimum, et au moins qui ont 2-3 commerciaux, parce que sinon, on n'a pas pour qui faire de la prospection. Qui sont en B2B et qui vendent quelque chose qui coûte quand même un petit peu cher, c'est-à-dire à minima 10 000 euros, 20 000 euros et au-delà, parce qu'en dessous de ça, c'est une autre stratégie de développement commercial qu'il faut, donc ça répond aussi à ta question. Donc, une fois que tu vois que tu as ton marché, ce qu'il faut d'abord faire, c'est dire, OK, combien j'ai d'entreprises dans ce marché-là? Parce qu'en réalité, si tu n'as pas assez d'entreprises dans ce marché-là, eh ben, on sait que les taux de conversion, je sais pas, sur 100 entreprises, en réalité, si tu en convertis 10 ou 15% en lead qualifié et que après tu en closes 20 par exemple, même 25%, ça te fait 2-3% du marché seulement. Et c'est très difficile d'aller faire plus que ça en réalité. Donc si tu as par exemple que, je sais pas moi, 1000 entreprises dans ton marché, ben, en fait, tu sais que tu vas pouvoir en retirer 20, 30, 40 clients. Et donc, il faut tout de suite te demander, est-ce que 20, 30, 40 clients sur ce marché-là, ça suffit à faire le chiffre d'affaires que j'ambitionne de faire, que mes investisseurs veulent que je fasse, etc. Et si ça ne suffit pas, concrètement, ce sur quoi il faut travailler, c'est soit trouver un marché plus large, soit partir à l'international, etc., soit lancer des nouveaux produits, soit augmenter le pricing. Et en fait, dès le début, il faut faire ce calcul-là. Nous, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on lance une mission, on rafle, entre guillemets, tout ce qu'il y avait à rafler. Puis au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, on a fait un tour du marché, on leur dit, OK, les cocos, on va refaire un tour. On peut recontacter tout le monde une deuxième fois et on va encore gratter quelques pourcents. Mais voilà, on a déjà fait un tour. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de suite. Donc en fait, parfois, les entreprises ambitionnent de faire des très gros chiffres d'affaires, mais elles n'ont pas regardé si en face, il y avait vraiment un vrai marché. Et le vrai marché, ce n'est pas le truc qui est dans l'étude McKinsey où on te dit qu'il y a 15 milliards d'euros dans ce marché ou je ne sais pas quoi. C'est concrètement, il y a combien d'entreprises? Combien je peux en convertir? Et quand j'en convertis une, combien elle me ramène? Et tu fais 1 x 2 x 3, ça te donne un chiffre. Et tu vois si ce chiffre, il est assez gros pour toi. Voilà, ça c'est vraiment moi ce que je fais. Et peut-être le troisième point hyper important, ça c'est pareil, le travail préliminaire qu'on fait avec tous nos clients, c'est la traduction de leur pitch. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises pitch avec leurs mots à eux, très souvent tournés vers le produit, vers la technique, vers les fonctionnalités, vers le comment en fait. Alors que ton prospect, ce qu'il achète, c'est pas ton produit, c'est pas le comment tu lui résous le problème, c'est ce qu'il achète lui, c'est le problème et la solution au problème. Donc très important de formuler
ce que tu proposes dans les mots de ton prospect. Typiquement, au début, pour parler à l'audience, je t'ai dit, voilà, Succid, on fait de la prospection pour les entreprises B2B, etc., qui veulent de la croissance. En réalité, c'est pas comme ça qu'il faudrait le formuler. Si je veux bien te le faire, je te dirais, on aide les entreprises B2B qui ont du mal à croître assez rapidement ou aussi rapidement qu'elles le devraient, finalement, à le faire. Et tu vois, je te parle pas de prospection, je te donne pas la solution, je te donne pas le comment. Je te parle du problème. Et ça, c'est très, très important. Et c'est le B.A.-ba. Donc, je sais pas, je pense que ça répond que à ta première question. Ça répond peut-être pas à la partie SMB, Market Enterprise. Si on a encore le temps, on peut développer. Non, bien sûr, on a encore le temps, mais juste pour compléter, je te rejoins. Il y a beaucoup de sales qui, d'ailleurs, partent d'eux ou de leur entreprise plutôt que de partir des enjeux ou des problématiques de leurs clients ou de leurs clients directement, quoi. Exactement. Tu vois, typiquement, pour donner un exemple tu vois, qui vraiment illustre ça, pour moi, je considère, en tout cas chez nous, qu'un BDR, donc c'est un commercial qui est focus sur la prospection en vue de générer des rendez-vous qualifiés pour la compte exécutive, je considère qu'il a atteint vraiment le niveau master quand il est capable de prendre des rendez-vous extrêmement qualifiés avec des belles boîtes, pas avec des petites boîtes faciles, vraiment avec des belles boîtes, des boîtes décisionnaires, en ayant tout découvert et tout qualifié de leurs besoins, sans même avoir eu besoin d'expliquer ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment pour moi le paroxysme, c'est quand le niveau master, une fois qu'il a réussi à ça, il peut passer au niveau suivant. Parce qu'en fait, si quand tu appelles et tu prospectes ton prospect, tu te focuses sur lui, sur sa situation, son contexte, ses problématiques, où est-ce qu'il était hier, où est-ce qu'il voudrait être demain, qu'est-ce qu'il bloque, etc. Et que tu lui fais percevoir qu'il a un blocage, que ce blocage, il a des impacts très importants et que tu pourrais lui enlever ces blocages, donc lui amener à un avenir meilleur, ça suffit largement à faire naître de la curiosité et de l'intérêt. Et tu n'as même pas besoin de lui dire quelle est la solution pour avoir son intérêt, sa curiosité et qu'il vienne en rendez-vous de 1 heure. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est ça. Quand tu vas voir le médecin, est-ce qu'il te dit, oui, bonjour, je suis diplômé de la faculté de Paris, nanana, j'ai fait 14 ans d'études, j'ai soigné un tel la semaine dernière. Il ne parle pas de ses clients, il ne parle pas de son background, il ne parle pas de tout ça. Il te pose des questions techniques, donc de santé, où lui va prendre des KPI, il va prendre des indicateurs de ta santé, et de par la qualité de ces questions, et de ce qui vient te faire prendre conscience sur ta santé, tu en déduis tout de suite s'il est bon ou mauvais. Tu vois très bien s'il est bon ou mauvais à la qualité de tes questions et ce qui va te faire prendre conscience. Parfois, tu crois que tu n'es pas malade et en réalité, tu es malade. Ou parfois, tu crois que tu es malade de A et en fait, tu es malade de B, etc. Et ça suffit à ce qu'il gagne ta confiance. Et c'est ça qu'un commercial doit faire. Et ça va loin. Là, on ne parle pas que commerciaux, on parle de la direction de l'entreprise, de la manière de se pitcher, même sur le site Internet. Tu vas sur la plupart des sites Internet des entreprises B2B, c'est technique, c'est du jargon, c'est du marketing, personne ne comprend. Le prospect, il va là-dessus, il ne comprend rien. Le prospect, il arrive, il faut qu'il ait une phrase qui réutilise sa manière d'expliquer son problème. Voilà, pour compléter un petit peu. Ok, l'analogie avec le docteur, elle est juste excellente. Et d'ailleurs, c'est un profil commercial, le profil docteur. Et ceux qui arrivent à vendre en posant des questions, en fait, ils prennent une posture d'expert. Et ça, c'est le meilleur vent. Quand juste en posant des questions, tu as fait réfléchir ton interlocuteur, tu l'as déjà convaincu de la valeur ajoutée que tu allais lui apporter, là, c'est gagné. Et tu gagnes pas un client ou mais en fait tu gagnes un partenaire et plus qu'un prestataire, quoi. C'est ça, quelqu'un qui te fait confiance, quelqu'un qui se dit en fait j'avais un problème et lui et en fait la solution c'est même pas le produit, c'est toi quoi en fait. Et il se dit voilà, j'ai trouvé mon gars. Moi ce que je souhaite le plus, et ça c'est qu'en fait nos clients ils se disent à la fin si j'ai un sujet de développement commercial ou outbound, c'est bon, on succède quoi. Je m'en fous de savoir limite comment ils le font. Enfin, est-ce que vraiment le chirurgien tu vas lui demander comment il met le scalpel, comment il t'ouvre? Non. T'as confiance en lui, tu le suis, c'est le niveau rêvé parce qu'après tu es libre quoi, avec tes clients, c'est magnifique. Encore mieux que le médecin en réalité, c'est le psychologue. Si tu remarques un psychologue, ça coûte 100 balles, 200 balles de l'heure. Le mec ne t'amène aucune solution, il te pose que des questions. C'est toi qui as la solution à l'idée et tu y retournes. Donc voilà, ça c'est Si tu arrives à atteindre le niveau du psychologue en sales, franchement, c'est parfait. Le Graal. Exactement, voilà, c'est le Graal. Je cherchais le mot, c'est le Graal. Et pour revenir quand même sur ta question SMB avec vente volumétrique, etc., clairement, les sales, c'est une équation mathématique. Comme on l'a dit tout à l'heure, le sales doit ramener plus que ce qu'il coûte, etc. C'est même au global, sur toute la structure commerciale, c'est pareil. Or, donc en fait, le point de départ, ça doit se dire, OK, quand je signe un client, combien il me ramène? Et donc, de fait, combien je suis capable d'investir pour l'acquérir, ce client? Tout par-delà. Et en fait, une fois que tu fais ce calcul-là, c'est hyper simple de définir quels sont les meilleurs canaux d'acquisition pour toi et comment tu dois procéder. Tu vois un truc qui coûte 1 000 euros, 2 000 euros, tu sais forcément
que tu vas pas pouvoir t'amuser à dépenser, je sais pas moi, 50 000, 60 000, 70 000 euros de salaire dans un commercial pour qu'il fasse la prospection lui-même manuellement et qu'il close le deal manuellement. Tu sais qu'il va falloir mettre de l'automatisation, peut-être faire du mass emailing ou alors faire de la vente très volumineuse où tu mets un robot d'appel qui appelle 300, 400 personnes par jour parce que tu peux pas te permettre au niveau ROI. Tout simplement, en fait. C'est pas une idéologie. Il n'y a pas un canal qui est mieux que l'autre. C'est juste toujours adapté à concrètement combien tu peux investir pour closer une vente. C'est pour ça, typiquement, que chez Succeed, on ne travaille pas trop avec des entreprises qui vendent des choses en dessous de 5 000 ou 10 000 euros. Parce que même si nous, on fait des super résultats, ça ne sera pas héroïste pour eux. C'est impossible. Parce que forcément, nous, il y a un humain dans la boucle qui coûte plus d'argent qu'un robot. Or, derrière, quand elles vont signer un deal, elles ne vont pas gagner assez d'argent avec un deal parce qu'ils ne vendent pas assez cher. Et donc, forcément, ce ne sera pas héroïste. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on est plus sur du mid-market et de l'enterprise, sauf des boîtes qui vendent des trucs à 5 ou 10 000 euros et qui ont un modèle de croissance très agressif où ils s'en foutent de dépenser 1 euro pour gagner 1 euro. Parce que c'est leur modèle. Et il y en a, et ça passe. Donc finalement, une fois que tu as pris conscience de ça, c'est toute la suite, elle est très simple. D'ailleurs, à l'inverse, si tu es en enterprise et tu sais que tu as, je sais pas, 500, là on a des clients en enterprise qui vendent des trucs dans l'industrie, dans la pharmacie qui coûtent entre 100 000 euros et des millions d'euros. En vrai, leur marché, c'est entre 500 et 1000 entreprises. Donc tu vois, un cas assez limité comme on le disait tout à l'heure. En réalité, on sait qu'on doit maximiser le taux de conversion. Parce qu'il n'y en aura pas d'autres des cibles. Donc là, tu ne mets surtout pas un robot d'appel, ni du mass emailing, ni du AdWords, ni rien du tout. C'est un humain qualifié, qui a un discours de qualité, qui est expert du sujet, qui doit contacter chaque personne manuellement, par email, coup de téléphone, qualitatif, etc. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas cramer le marché et après, tu n'auras plus rien d'autre à faire. Donc, tu vois, c'est toujours vraiment adapté à profondeur de marché et taille de deal en réalité pour que l'équation mathématique, elle tourneront. Ouais, donc l'approche, en fait, elle est basée sur 2 points, soit ta taille de marché, soit ton coût d'acquisition. C'est hyper intéressant. Et alors, pour rebondir sur tout ce que tu disais à l'instant, on a aussi de plus en plus d'auditeurs qui nous écrivent et qui sont au début de leur aventure, qui ont réussi en fait à faire leur premier million de chiffre d'affaires, mais qui en revanche ont du mal à passer à la seconde. Et c'est quoi tes conseils pour passer de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires rapidement ? Ouais, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup dans ce cas-là, parce que c'est vraiment peut-être le passage le plus difficile. Ouais. Alors, encore une fois, prendre à des passettes, vraiment, tout dépend de ce que tu vends, à qui, etc. Mais de base, moi, le 0 à 1 million, en vrai, je le résume un peu comme au petit bonheur la chance. Tu fais un peu de communication, tu as un peu de réseau, quelques emails par-ci, quelques coups de téléphone par-là, ça te ramène des deals et tu fais le premier million d'euros. C'est généralement ce qui se passe. Après, pour faire du 1 à 10, ça marche plus trop, le petit bonheur la chance. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ont l'impression qu'il leur faut un système très compliqué, qu'il faut définir des stratégies, qu'il faut faire appel. Là, encore ce matin, je parlais avec quelqu'un qui disait oui, j'attends le résultat de l'étude Gartner qu'on va faire, etc. Alors que c'est une startup où ils en sont à 300, 400 000 d'ARR. Donc, mais non, à ce stade-là, tu fais pas d'études compliquées. Pour passer de 1 à 10 millions, en tout cas, c'est ma vision et je l'ai vu vraiment s'appliquer sur pas mal de boîtes, donc je pense qu'elle n'est pas totalement fausse. C'est qu'il faut juste prendre ce qui a marché sur le 0 à 1 et le répliquer x10. Donc, tu as signé un client d'une typologie X, je dis n'importe quoi, tu vends en e-commerce, tu as signé un client qui vend des habits pour enfants. Mais il y en a peut-être 10 autres qui vendent aussi des habits pour enfants, qui ont à peu près la même taille, donc à peu près la même problématique. Et tu les appelles tous. Et tu fais ça à chaque fois. Tu as trouvé un commercial qui fonctionnait bien avec avec son fonctionnement, tu répliques. Et en fait, je pense que le 1 à 10, c'est être plus structuré et méthodique, mais vraiment plutôt en mode bourrin. Il faut juste répliquer. C'est beaucoup charbonner. Ça ne sert à rien de faire des grosses études de marché ou mettre des process ultra compliqués ou faire appel à des consultants externes parce que ce ne sont pas, tu n'as pas un volume de vente assez gros pour que quelqu'un qui ait l'idée du siècle, il ait un impact de malade. C'est pas vrai. La seule chose qui va faire la différence, c'est la volonté des gars et juste qu'ils sachent viser le bon endroit. Donc, si tu fais tout ce qu'on a dit avant, tu définis ton marché, tu définis c'est quoi le type d'entreprise que tu vas acquérir, quels sont les meilleurs canaux et après, en fait, juste tu travailles dur tous les jours et tu laisses un peu le temps passer et ça devrait arriver. Non, c'était people. C'est ça, c'est des people. Je peux le dire même pour nous, tu vois. Vraiment, le premier million, c'est plus bonheur la chance, c'est mon réseau, HEC Paris, etc. Le Galion aussi, j'avais fait une conférence au Galion, ça nous avait ramené quelques clients. Ça m'a ouvert des portes. Je me suis dit, OK, en fait, il y a un marché là. Je pensais qu'on pouvait faire que des petites boîtes, on a fait des grosses boîtes. Je pensais qu'on pouvait vendre que des logiciels qui coûtaient moyennement cher. On a fait des logiciels qui coûtaient un peu moins cher et des autres qui coûtaient très cher. On a fait de l'international. J'ai pris chaque idée. Et là, ce qu'on est en train de faire pour passer à 10 millions, on se dit, OK, on va répliquer de partout. Et ça sert à rien de se poser des milliards de questions. Il faut juste y aller. Et par contre, c'est dur. Clairement, c'est dur. OK. Et forcément, l'étape d'après, comment scaler et industrialiser sa boîte pour passer de 10 à 100 ?
Ouais, là pour le coup, là je pense qu'il faut être beaucoup plus méthodique. Et là, à mon avis, enfin, je veux dire, gagner 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça se fait pas juste C'est plus au en petit bonheur de la chance, là. Ouais, c'est plus au petit bonheur la chance. Il va clairement falloir continuer de bourriner, mais il faut quand même une vraie vision. Parce que si tu t'acharnes sur un marché, alors qu'en fait, dans ce marché-là, de toute façon, il n'y a pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à faire, bah, ça sert un petit peu à rien. Donc là, pour le coup, je pense que ça vaut le coup de se poser et de vraiment analyser le marché, regarder est-ce que oui ou non il y a de la profondeur, est-ce que oui, vraiment c'est possible de faire 100 millions sur ce marché-là. Si c'est pas le cas, bah, trouver d'autres marchés, soit d'autres verticales, d'autres produits, d'autres pays, d'autres segments, etc. Et il faut quand même que de base, sur l'Excel, ça tienne la route. Au niveau des chiffres macro, même si les chiffres macro sont toujours menteurs. Parce que si au niveau macro, ça passe déjà pas, je pense pas que tu puisses aller chercher 100 millions juste en te disant on va pousser, on va pousser, on va pousser. C'est pas vrai. Et c'est peut-être d'ailleurs l'écueil de pas mal de boîtes. Il y a quelques CTO que moi j'ai en tête, je ne vais pas donner leur nom parce que franchement, ils sont incroyables en vrai. Ils ont déjà fait 1000 fois plus que nous. Donc loin de moi l'idée de les critiquer, mais qui ont une vraie ADN de bourrin. Et qui ont fait exploser leur boîte très rapidement. Et ils ont vraiment, et justement, ils sont arrivés aux 10 millions d'euros de chiffre d'affaires très rapidement, plus rapidement que la plupart des boîtes montées par des intellectuels qui ont fait HEC au Polytechnique, etc. Okay. Mais tu vois que très souvent, après, ils ont du mal parce qu'ils répliquent ce côté bourrin, on fonce, et ça suffit pas. Et je pense qu'il y a quand même un moment donné où il faut faire une vraie étude de marché, etc. Donc, je pense que déjà, il y a ça. Et après, par contre, il faut aussi systématiser la partie playbook. Moi, je le vois de plus en plus. Là, on commence à avoir plusieurs personnes qui sont client-facing face à des clients, que ce soit sur du closing, la prospection, la gestion de compte existant, etc. Et je me rends compte que parfois, ce qui peut être naturel chez moi, dans une réponse à une objection, dans la proposition de valeur, etc., bah, je l'ai peut-être pas assez clarifié et pas tout le monde de la même manière. Et donc, les discours sont un peu différents et on peut perdre une opportunité, perdre un client parce qu'on n'avait pas eu la bonne réponse à l'objection. Et donc, je pense que là, le playbook, il devient crucial. Il devient crucial. Faut que, en fait, quand tu es une armée, bah, si tu en as 100 des commerciaux pour en faire ton 100 millions ou même juste 10 ou 20, j'en sais rien, il faut que la recette, faut qu'elle soit vraiment écrite et que quand il y en a un qui te demande une question et que tu vois que c'était pas dans le playbook, tu aies le réflexe de le mettre dans le playbook et de former tout le monde dessus pour répliquer le message à tous les niveaux. Et ça, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident parce qu'en sales, c'est quand même beaucoup à la one again, quoi. Un commercial de base, il aime bien faire du hors-piste. Donc ça, c'est pas évident. Et si tu devais faire un guide justement pour créer son playbook commercial, en quelques minutes, ce serait quoi les grandes étapes? La première pour moi, alors il y a énormément de choses dans le playbook, hein, mais il faut essayer de faire quand même simple parce que pareil, ça c'est l'autre écueil, on a des clients. Je pense qu'ils se reconnaîtront, ils nous aiment beaucoup, on les aime beaucoup aussi, mais on a des clients où quand on a fait l'onboarding, ils nous envoient leur playbook, les trucs, il fait 140 slides. Bon, tu sais que ça sert à rien, personne ne va le lire, donc c'est comme si tu n'avais pas de playbook en réalité, tu vois. Et même si le commercial il le lit, comment veux-tu qu'il puisse le suivre? C'est trop long. Donc il faut essayer de mettre tout ce que tu peux sans trop en faire non plus. Donc je pense que la première des choses, c'est vraiment besoin, que chaque commercial soit ultra clair sur quels sont, parce qu'il y en a plusieurs, les besoins des prospects, comment le prospect les exprime, ce qu'on a dit tout à l'heure, comment ils se manifestent, quelles sont les conséquences business néfastes pour les prospects, comme ça, toi, tu vas pouvoir jouer dessus. À l'inverse, quand tu résous ces problèmes-là, bah, quelles vont être les conséquences heureuses qu'ils peuvent avoir, etc. C'est-à-dire que le premier truc en fait, du playbook, c'est s'assurer que ton commercial, comme on l'a dit tout à l'heure, avant d'être un expert de ta solution, ça soit un expert du marché, en fait, de tes prospects, de leurs besoins, de leur situation. Pour moi, ça, c'est vraiment le premier point et on commence toujours par ça. Tous nos playbooks pour chaque client, c'est les pains vécus par les prospects et ensuite seulement comment tu y réponds. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, surtout, je mettrai les objections. Les objections. Parce qu'en réalité, la vente, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en grande majorité, en écrasante majorité de l'échec et du rejet. Encore une fois, si tu closes 20% de tes deals en B2B, ce qui est franchement pas mal, tu as quand même 80% des gens qui ont dit non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as 80% de tes prospects qui en fait ont eu des objections que tu n'as pas réussi à dépasser. Parce que nous, on est convaincus d'un truc chez Succeed, c'est que c'est pas parce que tu perds un deal qu'il n'était pas qualifié. C'est comme si un attaquant, à chaque fois qu'il ne mettait pas le ballon au fond de la cage, il te disait ouais, mais la passe, elle n'était pas bonne. C'est pas vrai. On sait très bien que par nature, tu ne closes pas tous les deals. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deals sont en soi closables. Messi met bien plus de deals qu'un attaquant de troisième division. C'est bien la preuve que cette gestion-là, elle peut permettre d'améliorer. Donc en fait, les objections, c'est hyper important. Et il y en a, mais c'est innombrable en fait le nombre d'objections qu'il peut y avoir. Et c'est hyper important de mutualiser cette connaissance-là. Pour moi, si tu as une bonne connaissance des problèmes de tes prospects et de la gestion des objections, le reste, c'est déjà moins important. Parce que finalement, très souvent, ce qu'on a dans le playbook, si tu remarques, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit chez tous nos clients, dans leur playbook, il y a beaucoup d'éléments, de knowledge, de savoir qui sont liés au produit. Mais on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est tellement une évidence que le commercial, il va devoir connaître le produit, qu'à la limite, si tu ne le mets pas dans le playbook ou alors si tu mets que le résumé, tout ce qui manque là-dedans, de toute façon, le prospect va lui demander et il va aller le trouver par lui-même.
Donc, tu es à peu près sûr qu'il ne va pas rater d'infos sur le produit tellement il ne peut pas de toute façon travailler sans la connaissance produit. Par contre, est-ce qu'il pourrait vendre pendant 10 ans sans parfaitement connaître les besoins de son prospect et avoir les réponses, les meilleures réponses à toutes les objections? Ça, oui. Donc, c'est là-dessus pour moi où il faut que tu l'aides. Voilà, c'est sur ces 2 points-là et beaucoup moins sur la partie produit. Ok, hyper intéressant. Parle-nous peut-être aussi un peu de ce que tu mets en place en termes de sales enablement et de formation. Ouais, bah ça rejoint justement la partie playbook, justement par rapport à la remarque qu'on a faite, à savoir que très souvent les playbooks commencent à être un peu longs et c'est compliqué parce qu'un commercial, normalement, il a, excusez-moi l'expression, il a le feu au cul. Donc ça le fait chier de dire 140 slides. Maintenant, tu as beaucoup de choses à lui faire passer. Donc nous, la solution qu'on a trouvée, c'est déjà faire beaucoup de choses en vidéo, notamment tout ce qui n'est pas un savoir technique, justement, où tu n'as pas forcément besoin d'être posé très calmement et de l'apprendre un peu par cœur. Donc, justement, pas les besoins des prospects, pas les réponses aux objections, pas la partie technique, tout le reste. Donc, plutôt la formation commerciale. Chez nous, ils arrivent, ils ont peut-être 20 heures de formation avec le B.A.B.A. qu'ils doivent reprendre. Parce qu'on a des gens qui ont fait 10-15 ans de vente qui arrivent chez nous et en réalité, on leur fait tout reprendre de zéro parce que, comme tu as pu le voir, on a nos petites spécificités. Donc, déjà, tout ça, on le met en vidéo. Et après, on va faire que de la répétition avec eux et ça va nous permettre de dire, ah, tu vois, là, je suis en train de te faire comprendre de nouveau un élément de mindset, un élément de comment tu gères un client mécontent, des choses comme ça. Il y avait la vidéo 17 à la minute 32 qui était très bien, où c'était très bien expliqué. On retourne la voir maintenant que tu as eu le cas pratique en vrai. Et tu vois, ils pourront toujours être renvoyés vers la vidéo. Ça te fait gagner énormément de temps en fait de formation. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de faire en sorte que les formations en one-one soient toujours sur des cas pratiques concrets, sur le call, l'appel qu'on a eu, le rendez-vous qu'on a eu qui a été enregistré, qu'on va retravailler vraiment, et non pas sur des notions générales ou théoriques qui, elles, peuvent être justement enseignées dans des vidéos déjà enregistrées. Donc, c'est un peu chronophage au début de tout enregistrer, mais ça vaut vraiment le coup. On ne l'a pas fait dès le day one. Nous, on a attendu, je sais pas, un an et demi avant de tout mettre en vidéo. Je voulais, en gros, on a attendu de devoir de devoir répéter un conseil 20-30 fois pour se rendre compte que, OK, celui-là, il est vraiment nécessaire. Tout le monde passe par là. On en fait une vidéo. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, ça permet de faire beaucoup de one-one. Chez nous, c'est en gros vidéo au début. Tout est enregistré. Donc, tous les emails, forcément, ils passent dans le CRM, donc on peut les voir. Tous les calls sont enregistrés. Les vidéos calls sont enregistrés. Et on fait énormément de call review. On a forcément des outils Gong, etc., qui permettent d'enregistrer les calls et de pré-analyser parce que voilà. Mais en vrai, les meilleurs reviews restent manuels. Donc, nous, on préfère plutôt écouter les calls en avance rapide parce que tu rates beaucoup moins de choses. Et ça, c'est un reste irremplaçable, même avec la technologie. Donc, il y a ça. Après, il y a le playbook. Et voilà, globalement, je pense, au niveau de l'enablement, c'est à peu près. Ok, c'est déjà pas mal. Hein. Et on se réfère aussi à l'actualité du moment. Quel conseil tu peux donner aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement? Mal à performer par rapport, quand tu es actuellement, c'est par rapport à quoi exactement? J'imagine que c'est par rapport un petit peu par rapport au contexte là, du mois de septembre, par rapport au business un peu tendu dans certaines industries notamment. Ouais, effectivement. On est plutôt bien au courant parce que nous, notre première verticale, nos premiers clients, c'est quand même toutes les industries, enfin toutes les boîtes technologiques. Donc, elles sont les plus impactées aujourd'hui avec la baisse du Nasdaq, etc. Pareil, en fait, ma première réponse, elle est, tu vois, finalement, elle est entre guillemets pas théorique, mais elle vient du mindset. Ma réponse de but en blanc, c'est de dire, on s'en fout. Encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Un bon commercial, il doit savoir vendre dans les temps difficiles comme dans les temps faciles. Dans les faits, oui, ça commence à devenir un peu dur. On le voit rien que les 2 dernières semaines, on a des deals qui étaient en cours de closing qui sont annulés parce que l'entreprise a chuté en cours de bourse et que le headquarter aux États-Unis, ils ont dit on gèle tout pendant 1 an. Donc, c'est une vraie réalité. Mais clairement, il y aura quand même du business à faire. Je veux dire, on ne va pas non plus chuter à 0 de PIB. Donc, il y aura du business. Ça sera juste plus dur. Donc, c'est comme Warren Buffett, ce qu'il dit sur l'investissement, c'est dans les temps durs, c'est dans des temps de crise qu'on voit qu'est-ce qui se baignait. Enfin, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'est-ce qui se baignait sans caleçon, sans slip, sans maillot. C'est un peu pareil. Chez les sales, je pense que ça va juste faire un tri. Ça va être un petit peu la sélection naturelle. Alors, ça ne me fait pas kiffer en soi, hein, mais je pense que les meilleurs vont se révéler et qui vont gagner encore plus d'argent, en réalité. Et ceux qui sont un peu moins bons, ça va les forcer à se former ou à aller faire autre chose. Et franchement, c'est pas facile, donc j'ai pas de recette miracle. Le conseil, je dirais à ceux qui nous écoutent, ou plutôt aux dirigeants, c'est de regarder les performances de chacun et ceux qui ont un peu du mal à performer, soit malheureusement les dégager, soit les aider à former. Par contre, ceux qui performent, tout leur donner, quoi. Augmenter les fixes, mettre des super commissions, parce que pour avoir vu, je sais pas, peut-être 40 ou 50 business avec pas mal de commerciaux là depuis le début de Succeed. Ouais. Il y a vraiment des grosses disparités dans les performances des commerciaux. Mais pour autant, j'ai rarement vu des dirigeants qui arrivaient à faire le move de dire bon, toi, tu performes, je te régale.
et toi tu performes pas, eh ben on va te mettre sur autre chose ou tu quittes la société parce que forcément c'est un peu dur quoi. En tout cas en France, aux États-Unis ils en ont rien à foutre, mais en France c'est un peu dur. Non mais c'est vrai, c'est un peu dur et là je pense que ça va être nécessaire. Je pense que ça va juste faire le tri et c'est pas grave en vrai, il y a plein d'autres disciplines possibles. Donc pour moi c'est ça. Et peut-être un autre truc, c'est aller voir les clients existants. On lésine trop, enfin, on prend pas assez, et moi le premier, parce que moi, nous, notre ADN, c'est chasseur, donc en vrai, voilà, une fois que c'est signé, on a un peu perdu l'excitation, on n'est pas ultra focus pour aller faire de l'upsell, du cross-sell, on va commencer à le faire, mais voilà. Et en temps dur, je pense que c'est le premier truc à faire, parce qu'en vrai, il y a des opportunités cachées chez tous les clients peuvent te référer à d'autres clients, et à défaut de pouvoir gagner beaucoup de business, alors s'assurer au moins que tu conserves ceux qui sont là, faire des meilleures offres, rediscuter des pricing, des choses comme ça, pour garder les clients et faire l'extra mile pour qu'ils restent avec toi, quoi. Ok, et bah top. Est-ce que tu as 2-3 outils que tu trouves waouh et que vous utilisez et que tu recommandes à nos auditeurs? Ouais, le téléphone. Excellent. Pas mal, hein, pas mal celle-là. Elle m'est sortie vraiment en live Naturellement. naturellement. Non mais c'est vrai, hein, franchement, non mais en vrai c'est révélateur, tu vois. Franchement, j'aurais jamais pensé à ce genre de téléphone et je pense que peut-être toi non plus, tu t'attendais pas à cette réponse et nos auditeurs non plus, alors que en vrai ça doit être le premier outil, purée. Mais donc voilà, déjà le téléphone et ça voilà, en temps de crise typiquement, ça oui. Tu vois, aujourd'hui, en vrai, la plupart des commerciaux, ils sont dans du confort. Je veux dire, à l'époque, je sais pas si je peux faire les grilles de salaire à l'époque, les fixes étaient misérables. Tu sais, les grosses boîtes qui ont fait des gros commerciaux, les Xerox qui vendaient des imprimantes il y a 20 ans, les fixes étaient dégueulasses. Alors qu'en vrai, avec les commissions, les mecs faisaient des millions. Mais les fixes étaient dégueulasses. C'était que de la perte. Tu étais sur la sellette tout le temps. Tu n'avais pas plein d'avantages qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les fixes sont hauts. Tu as le chauffage, la clim, le café, le truc, la sécurité. Et tous les outils d'automatisation, l'emailing et ainsi de suite. Je te donne mon calendrier, tu prends un rendez-vous. Non, en temps dur, il va falloir revenir à la base. Si tu veux performer, tu prends le téléphone et t'appelles. Donc ouais, mine de rien, en vrai, finalement, c'est pas tant une blague que ça. Mais non, ceci étant dit, pour te répondre, nous, on a quand même un gros outil qui a fait la différence chez nous, qui s'appelle close.com. C'est une solution, enfin, c'est un CRM en soi, mais c'est surtout un logiciel de vente, de prospection et de vente tout en un. Donc oui, tu as un CRM, tu peux gérer tes opportunités, ça synchronise toute ta data, tes emails, tes trucs, etc. Tu as ton pipe. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que ça a été fait par les gens de Close qui, avant ça, avaient une agence de vente et qui n'ont trouvé aucun CRM qui les aidait vraiment à vendre de manière efficace. Ils ont fait un logiciel où tu as tout. Tu as l'email, les séquences d'email, la prise de notes, le téléphone, le SMS, la création d'opportunités, la vue sur le pipe, etc. Mais au lieu d'être optimisé pour le sales manager qui veut un dashboard, c'est optimisé pour le commercial qui est en train d'appeler et d'envoyer des emails toute la journée pour qu'il puisse faire ça beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et c'est vraiment, enfin, nous, ça a changé énormément de choses. On a rajouté beaucoup de fonctionnalités. On a un partenaire avec eux, donc on a un accès un peu spécial avec plein de fonctionnalités en plus. Mais même le close de base, je le trouve révolutionnaire et 1000 fois mieux que HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc. pour vendre. Si tu fais de l'outbound en tout cas, enfin, si l'entreprise fait de la chasse et son premier canal d'acquisition, c'est pas de l'inbound marketing, HubSpot déjà, c'est pas adapté. Si en plus de ça, elle ne vend pas qu'en enterprise des deals ultra complexes avec 40 interlocuteurs, il n'y a pas besoin de Salesforce, à part si elle fait des dizaines de millions, des centaines de millions de chiffre d'affaires. Donc pour tous les autres cas, je recommanderais surtout un bon logiciel de vente et de prospection et un seul, pas 14 où le commercial, il faut à chaque fois naviguer d'une fenêtre à l'autre, faire des copier-coller et à la fin, tu finis par faire le travail d'une secrétaire, malheureusement, au lieu de faire le travail d'un commercial. Ok, et bah top, on note Close. Quelques rapides questions de fin avant de conclure. Yes. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou le management et que tu recommandes à nos auditeurs? C'est l'histoire de la vie. Non, il n'y a que le livre de la vie. Franchement, à part Ben Horowitz, avec ses livres, tu sais, Hard Things About Hard Things et des choses comme ça, qui te mettent juste les deux en face des trous. En gros, tu lis un livre pour te rappeler que tout s'apprend sur la réalité, que la réalité elle est dure et que c'est elle-même qui t'apprend. Tu sais, moi, j'étais formaté justement par ce truc, prépa, HEC, très scolaire, très on apprend dans les livres, etc. Et franchement, la théorie est renseignée par des gens qui n'ont fait que de la théorie. Les professeurs sont des gens qui n'ont jamais été dans la vraie vie. C'est pas méchant, mais voilà. Donc en sales, c'est le seul truc qui dicte, c'est le terrain, c'est la réalité. Donc pour moi, il n'y a aucun livre qui m'a waouh. J'en ai lu 2, 3, 4, 5 et on m'a dit il est obligatoire à lire. Franchement, ils m'ont saoulé, j'ai basé. Pour moi, le livre, c'est juste parler à d'autres sales, parler à d'autres sales managers, parler à des directeurs, des gens qui ont fait des vrais perfs, pas des gens qui se targuent d'un gros logo alors qu'ils n'ont pas fait de vente. Et voilà, malheureusement, j'ai pas trop de livres. Ok, non, mais on prend
on prend la Même réponse. celui, tu vois, du mec là, de Salesforce, Aaron Ross, avec son fameux playbook, etc., comment il a fait des milliards chez Salesforce. Déjà, c'est désuet, c'est plus du tout d'actualité. C'était il y a 20 ans, 30 ans. Et en plus, ça, c'est du marketing. C'est évidemment pas lui qui a fait tout seul la croissance de Salesforce. Ils ont fait la croissance de Salesforce parce que c'était Salesforce, il y avait plein d'autres trucs. Et le mec, il a repris la croissance de Salesforce, il t'a fait croire qu'il avait le playbook magique. Enfin, il te dit juste d'envoyer des emails, faire des trucs tellement bateaux que, ouais, pour moi, c'est son terrain. Ok, et dernière question, alors pas préparée, donc je suis curieux de ta réponse. Quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné? Waouh. Le meilleur conseil professionnel qu'on m'a déjà donné. C'est une bonne question, ça. À niveau purement commercial, au niveau quoi? Sales, management. Alors, je suis un piètre manager, mes équipes le savent, malheureusement, je me travaille, donc là-dessus, vraiment, j'ai zéro conseil à donner. La boîte ne va bien que depuis que j'ai arrêté de manager les équipes et qu'il y a des gens qui le font pour moi parce que c'est vraiment mauvais. Non, mais sur la partie sales et même business, puis carrière, ne sous-estime pas moi je suis après c'est un conseil qui me parle et peut-être qu'en fait il va beaucoup parler à d'autres gens parce que les commerciaux généralement on est plutôt des tempéraments impatients. En tout cas, ceux qui font de la chasse. Si t'es pas impatient, t'es mort. Parce que le prospect, lui, peut te faire attendre 10 ans. Et en réalité, moi, il y a un truc que j'avais vraiment pas du tout mesuré et que j'ai appris grâce à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Enfin, je me suis fait suivre à un moment donné par un psy, etc., qui m'a beaucoup aidé et qui m'a fait prendre conscience que, mine de rien, le temps faisait changer les choses et que très souvent, parfois, quand tu es au début, on est jeune, on a la vingtaine, la trentaine, il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui ont fait des choses incroyables et on les voit aujourd'hui, on se dit, oh là là, mais en fait, ce mec est un extraterrestre et moi, je suis nul, quoi. À côté, j'y arriverai jamais. Et ce qu'on prend pas en compte, c'est l'effet composé du temps et que chaque année qui passe, en fait, la croissance que tu as eue au niveau perso, de ce que tu as compris, etc., l'année prochaine, c'est pas juste autant que cette année que tu vas avoir. À chaque fois, les effets sont composés et en fait, c'est exponentiel. Et donc, vraiment, se faire confiance, tout donner et après faire confiance qu'avec le temps, vraiment, les choses avancent et voilà, croire en l'avenir et ne pas être trop stressé par le fait que les choses prennent du temps. Moi, ça m'a énormément parlé. Je sais pas, après, ça parlera pour tout le monde, mais voilà, moi, ça m'a vraiment parlé parce que moi, si les choses n'arrivaient pas à la semaine, je pouvais me remettre totalement en question et déprimer et avoir l'impression que ça n'arrivera jamais ou avoir vraiment l'impression que des gens qui ont fait des choses incroyables étaient d'une autre nature que moi. Et alors que quand tu leur parles et qu'ils t'expliquent ce qu'ils faisaient quand ils avaient ton âge, mais en fait, ils disaient pas mieux, voire moins bien. Donc, se détendre et voilà, être focus. Comme disaient les Américains, enjoy the process. Tu vois, c'est enjoy the process. Tu connais ton art, répète-le tous les jours. Tu veux faire de l'art martial, répète tous les jours tes exercices et te demande pas quand est-ce que enfin tu vas atteindre le niveau de Jet Li. La vie fera le reste, quoi. Focus sur ce que toi tu as à faire tous les jours. Fais le mieux possible chacun de tes gestes, de ton réveil à ton coucher, non-stop, même dans ta pause lunch. Il n'y a pas d'exception dans le réveil lunch. Tu te réveilles tout de suite. Tout sur chaque détail. Concentre-toi sur chaque action, chaque détail qui est dans ton scope à toi et laisse le temps faire le reste, quoi. Ne te focus pas sur l'output en gros. Ne te stresse pas si ça a marché ou pas marché. Focus-toi que sur ton coup droit. Répète ton coup droit et tu finiras par gagner le match. Ah bah, c'est un super conseil, tu vois. Il a mis un peu du temps à venir, mais il est très. Et ce que tu viens de me dire, alors c'est un peu moins sexy que tous les Américains que tu as cités, mais ça me fait penser à une phrase de Coluche qui disait ça peut parfois prendre une vie entière de réussir du jour au lendemain, et je trouve que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en vrai, c'est le plus dur parce que très souvent, on fait des erreurs parce qu'on est pressé et qu'on perd confiance et qu'on veut accélérer le truc. Ou alors, on arrête. En réalité, en sales et dans le business, la première raison d'échec, c'est l'abandon en réalité. Et pourquoi on abandonne? Parce qu'on se dit, on n'est pas arrivé, ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Alors que non, il faut pas se focus, encore une fois, sur si est-ce que ça a marché ou pas, mais juste améliore. Et un jour, tu seras le meilleur et ça va le faire, quoi. En tout cas, c'est ce que je me répète et j'espère que la vie me donnera raison. Putain, sinon, je suis dans la même merde. Ephraim, merci beaucoup pour ton temps, pour tes conseils très judicieux, pour ta vision de la vente et je pense que tu vas inspirer plus d'un dirigeant et plus d'un dirigeant commercial. Donc, merci pour tout et puis et à très bientôt. Un grand plaisir, avec très bientôt. Et franchement, merci beaucoup. C'est un honneur, une chance. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je suis très, très, très content. Un grand merci. Et super. Merci beaucoup, Ephraim. Et vive la vente. À bientôt. Vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.